Bienvenue sur la chaîne de Ciel et Espace. Pensez à liker et à vous abonner à la chaîne pour suivre nos actualités et nous soutenir. Si vous souhaitez continuer votre découverte de l'univers avec Ciel et Espace, nous vous offrons 20% de réduction sur votre premier abonnement papier, premium ou numérique au magazine avec le code CALISTO. Vous recevrez Ciel et Espace tous les 2 mois, directement chez vous, et avec la formule premium et numérique, vous aurez accès à la version en ligne ainsi qu'à tous nos anciens numéros numériques, soit plus de 120 numéros. Bonjour à tous, un grand plaisir d'être de retour à Paris. Je pense que je vais commencer à penser à payer un loyer ici. J'y suis à peu près tous les 4 mois. Maintenant, après ne pas être venue en France pendant 17 ans, j'y suis à peu près tous les 3 ou 4 mois depuis 1 an et demi. Merci au seuil. On ne peut pas commencer une conférence aujourd'hui sans avoir une pensée pour Hubert Reeves qui nous a quittés il y a peu de temps, il y a un petit peu moins d'1 mois. Hubert, c'était un grand personnage. C'est vraiment un grand bonhomme qui nous a quittés. Et c'est un petit peu l'humour, l'ironie de l'artiste. Il nous a quittés un vendredi 13 et juste la veille d'une éclipse. Comme au revoir pour un astronome, je trouve que c'était parfait. Alors ad astra Hubert, et puis merci pour toutes les étoiles que tu nous as mis dans les yeux. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de l'énigme cosmique de la vie. C'est quelque chose qui revient quand même pas mal dans tout ce que je fais. J'ai du mal à toujours à dire que c'est mon travail parce que j'ai jamais le sentiment que je vais au travail le matin. Mais quand on a la chance de pouvoir penser à des questions de ce genre, c'est véritablement une passion et c'est un privilège. Alors on va un petit peu s'intéresser à ça de plus près aujourd'hui. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu pourquoi c'est important, parce que la recherche de la vie au-delà de notre planète, c'est pas simplement un loisir, c'est pas simplement quelque chose d'anodin, et c'est quelque chose de très profond et qui a des ramifications non seulement pour comprendre notre place dans le cosmos, mais aussi pour comprendre notre place ici sur Terre et notre place vis-à-vis de notre planète aussi, j'y reviendrai. Et comme Carl Sagan disait, si on veut comprendre d'où vient la vie, c'est exactement comme faire une tarte aux pommes. Si vous voulez faire une tarte aux pommes sans éléments au départ, eh bien, il faut inventer l'univers. Vous ne pouvez pas faire une tarte aux pommes sans avoir inventé l'univers d'abord, tout simplement parce que vous avez besoin d'atomes pour faire de la matière. Et pour faire cette tarte aux pommes, eh bien, c'est un petit peu la même chose que pour faire les humains. Il faut des étoiles. On va en parler tout de suite. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'origine de la vie et puis essayer de comprendre un petit peu quels sont les paradoxes et les limites dans cette recherche qui est la nôtre. On va d'abord, les grands paradoxes de l'astrobiologie, c'est qu'on cherche la vie ailleurs dans l'univers. La vie, elle est partout présente ici sur Terre, mais on est encore en train de la chercher ailleurs. Et quand je dis encore, on vient seulement de commencer. Donc c'est pas un encore un petit peu désabusé, c'est encore vraiment passionné et excité, mais on n'a pas encore trouvé. Alors les grands paradoxes de l'astrobiologie, c'est qu'en fait, on cherche quelque chose dont on n'a pas la moindre idée de ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est la vie, on n'a pas une définition de la vie sur Terre, on en a 123. Ça, c'était il y a 2 jours. Il y en a peut-être un peu plus aujourd'hui. Et ce ne sont pas même des définitions, ce sont des descriptions de la vie. Donc on ne sait pas ce que c'est que la vie, on part à la recherche de quelque chose qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas tellement important. On a quand même des définitions de travail, et ça nous aide à avancer. Et c'est la démarche scientifique, c'est alors qu'on avance, on fait des découvertes, on est capable de poser des meilleures questions, ce qui nous amène à chercher dans d'autres endroits. On cherche aussi l'intelligence. Moi, ça m'intéresse à l'Institut SETI parce qu'on est à la recherche de civilisations extraterrestres intelligentes et avancées, mais on n'a pas une plus grande idée de ce que c'est que l'intelligence non plus. Qu'est-ce qui est plus intelligent ? Un humain qui est capable d'envoyer des fusées dans l'espace ou une bactérie qui a été capable de survivre comme nous pendant 4 milliards d'années sur cette planète ? Donc là aussi, une revue de l'intelligence. On a des définitions un petit peu meilleures pour l'intelligence, mais c'est une définition relative. Et puis enfin, la conscience, et ça peut peut-être vous étonner, mais moi ça m'intéresse la conscience parce qu'en tant que chercheur, la conscience c'est ce qui nous permet d'appréhender la réalité. Et la réalité, elle est en fonction de ce que notre cerveau peut comprendre de l'univers qui nous entoure. Et notre cerveau, il est le résultat de 4 milliards d'années d'évolution de la vie et de l'environnement sur cette planète.
Est-ce que la réalité que l'on voit, c'est toute la réalité? On sait déjà que non. Il y a des tas de longueurs d'onde qu'on n'est pas capable de percevoir, que d'autres animaux peuvent percevoir. Est-ce que d'autres êtres sur une autre planète ont des boîtiers neuraux, c'est-à-dire des équivalents de cerveau qui sont comme les nôtres ou différents? On n'en sait rien. Et la seule chose que l'on sait, c'est que notre univers dans lequel on vit a des lois physiques, et ça, elles sont communes à tout le monde. Donc c'est déjà quelque chose qui nous permet de chercher un petit peu la vie et essayer de comprendre comment elle se développe. Alors, on essaye de comprendre le quoi, qu'est-ce que c'est que la vie, de quoi elle est formée, comment elle se forme et à quel endroit elle se forme. Ça fait partie des questions. Et bien entendu, on est limité par le fait que notre vision, elle est très géocentrique, elle est très centrée sur notre planète, sur notre compréhension de ce que c'est la vie sur notre planète, et aussi du fait que nous sommes humains, c'est-à-dire qu'on a une vision de l'univers très humaine. Et ce n'est pas peut-être la même pour tout le monde. Alors, on parlait de tarte aux pommes, mais on parlait d'atomes. Quand on veut essayer de comprendre ce que c'est que la vie, on a besoin de reculer tout au début de l'histoire de l'univers, parce que c'est dans le cœur des étoiles que se forment les molécules, les atomes, et ensuite les molécules qui vont créer la vie un petit peu plus tard. Alors ce que vous voyez là, ce sont des images de James Webb, et les petits points rouges que vous voyez, ce sont des galaxies les plus lointaines qu'on a pu dépister à l'heure actuelle, qui sont seulement 200 millions d'années plus vieilles que le Big Bang. On a découvert des galaxies qui sont beaucoup, beaucoup plus jeunes après le Big Bang que ce que l'on pouvait imaginer, ce qui est très intéressant parce que ça veut dire que les étoiles étaient déjà formées, et ça veut aussi dire que le potentiel de former des atomes, des matériaux un petit peu plus lourds, qui vont servir aux briques de la vie, ça commence très très tôt. Et en fait, on a été véritablement surpris parce qu'on ne s'attendait pas à découvrir ce qu'on a découvert il y a seulement quelques mois maintenant avec James Webb, c'est que les molécules, les briques de la vie, qui sont les atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote, se forment beaucoup plus tôt. Ici, vous avez des molécules organiques qui ont été détectées par James Webb. Alors, comment elles se forment? Ils se forment au cœur des étoiles. Ces étoiles qui sont au début de l'univers n'ont rien à voir avec les étoiles qu'on voit à l'heure actuelle. Elles sont énormes. Elles ont des milliers de fois la masse du Soleil. Elles ont des durées de vie extrêmement courtes, mais alors qu'elles font leur fusion, elles créent des atomes de plus en plus lourds, et on va passer de l'hydrogène et l'hélium, de l'hélium ensuite à des atomes qui sont comme le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, etc. Ce qu'on voit ici, c'est ce qui se passe une fois que vous avez des étoiles qui explosent, vous avez des ondes qui se propagent à travers l'univers, et vous avez des nuages de poussière qui commencent à s'effondrer. Ici, vous avez des magnifiques images du survey de Van Damme qui vous montrent des étoiles qui commencent à se former avec des nuages de poussière tout autour. C'est la formation de systèmes planétaires. C'est à cet endroit, vous voyez les étoiles ici, le nuage de poussière, et quand on les voit d'un petit peu plus près, ici, c'est les piliers de la création. Vous voyez ces étoiles en train de se former. Celles-ci ont que quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers d'années. Elles sont très très jeunes. Ce sont dans ces berceaux d'étoiles, dans ces cocons d'étoiles que les systèmes planétaires se forment. Et aujourd'hui, on a des très belles images de ces endroits où les planètes se forment. Et ici, j'aime beaucoup cette image parce que je l'ai appelée souvenir d'enfance, tout simplement parce que ce que vous voyez, c'est un système planétaire en formation. Ici, la lumière émise par l'étoile, et ici, le disque de poussière. C'est un petit peu la vision qu'on aurait eue du système solaire il y a 4,5 milliards d'années si on avait été dans l'espace et qu'on se promène dans un vaisseau spatial. On aurait ressemblé un petit peu à ça. Le système solaire est un petit peu plus large que ça, mais c'est vraiment... vous pouvez imaginer le système solaire il y a 4,5 milliards d'années ressemblant à ça. C'est un petit peu une vision de nous-mêmes. Et si on regarde un petit peu plus haut, vous voyez ce qui est en train de se passer ici, le nuage de poussière. Vous avez un coronographe qui masque l'étoile pour ne pas être complètement ébloui, parce que si vous ne masquez pas l'étoile, c'est tellement brillant que vous ne pourriez pas voir ce qui se passe ici. Et ce qui se passe ici, c'est une planète qui est en train de se former dans le nuage de poussière autour de cette étoile.
On est aujourd'hui capable de voir ces différentes phases de la formation des systèmes planétaires, la formation des étoiles. C'est quelque chose qui nous apprend fondamentalement comment s'est formé notre système planétaire, comment le système solaire est apparu. On est en train de faire d'énormes progrès dans ce domaine-là en ce moment. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, quand vous avez un système planétaire, vous avez probablement entendu parler de la zone habitable, et la zone habitable, eh bien, c'est une région dans un système planétaire où l'eau est capable de rester liquide à la surface d'une planète. Et généralement, c'est ce qui donne la définition. L'eau, pourquoi l'eau? Tout simplement parce que c'est clé pour le métabolisme de la vie sur Terre. Donc c'est quelque chose qu'on envisage, c'est encore une fois cet anthropocentrisme, cette vision qu'on a de notre propre planète, mais c'est un point de départ, puisqu'on ne connaît rien d'autre pour le moment. Donc dans un système planétaire, cette zone-là, elle va être différente en fonction de la taille de l'étoile. D'abord, vous avez les étoiles qui sont super géantes, et quand vous avez des grandes étoiles, vous devez vous situer très très loin pour que l'eau puisse rester liquide. Et en plus, ce n'est pas tellement avantageux parce que ces grosses étoiles, comme je le disais tout à l'heure, elles n'ont pas des durées de vie très très longues. Généralement, il faut très longtemps pour une planète déjà pour faire une révolution autour de son étoile, et l'étoile, au bout de 10 000 ans ou 1 million d'années, elle va exploser. Donc, ce n'est pas vraiment des endroits qui sont très favorables si on veut espérer penser à l'évolution de la vie. Ensuite, vous avez des systèmes planétaires de type solaire. Vous connaissez cette histoire-là pour nous. Et puis, il y a des étoiles qui sont beaucoup plus petites, qui sont des étoiles naines, et pour ça la zone habitable va être beaucoup beaucoup plus proche de l'étoile, et on a un très bon exemple qui est le système de TRAPPIST, dont on reparlera un petit peu tout à l'heure. Vous avez des étoiles qui sont très groupées, très proches d'une planète, alors ça a ses avantages et ses inconvénients, on le verra aussi, mais donc une zone habitable, c'est une définition un petit peu arbitraire qui est évidemment fondée sur notre propre vie ici sur Terre. Est-ce que c'est la seule? Est-ce que notre vision de la vie dans l'univers est unique? Mais enfin, c'est un point de départ. Et en plus, quand vous avez une zone habitable qui est définie pour une étoile, ça ne veut pas dire qu'elle va rester comme ça toute sa vie. Une étoile, c'est comme un être, ça naît, ça a une vie, et ensuite ça disparaît, et au cours de sa vie, son activité change. Ça veut dire que vous pouvez vous trouver à l'intérieur de la zone habitable au début de l'histoire d'une étoile, et puis vous en trouvez à l'extérieur alors que l'étoile continue de vivre sa vie. C'est ce qui s'est passé dans le système solaire, ou dans le système interne, il y a 4 milliards 200 millions, 300 millions d'années, on avait 3 planètes qui étaient potentiellement dans la zone habitable et qui avaient toutes les 3 probablement des océans. On en est à peu près sûr pour Mars, on en est sûr pour la Terre évidemment, et pour Vénus, ça fait partie des modèles qui sont possibles aussi. Donc imaginez, il y a 4 milliards et quelques d'années, avoir 3 planètes qui sont possiblement habitables dans le système solaire. Mais c'était à l'époque où le Soleil était jeune, c'est-à-dire qu'il avait encore il n'était qu'à 75% de sa luminosité actuelle, mais par contre, il avait beaucoup plus de tempêtes solaires et beaucoup plus importantes, ce qui veut dire que tout ce qui se trouvait à proximité recevait des rayons qui étaient stérilisants. Et c'est un des problèmes pour les planètes qui se trouvent trop près d'étoiles qui sont actives quand on pense au développement de la vie. Donc, comme vous le savez, ces 3 planètes ici, elles ont eu des trajectoires très différentes. La vie est apparue sur Terre, on ne sait pas sur Mars, on cherche, mais Mars, de manière intéressante, se trouve à l'intérieur de la zone habitable du système solaire. Elle est proche de la limite, mais la Terre est proche de l'autre limite. Vénus est à l'extérieur, mais la Terre est aussi proche de la limite externe de la zone habitable. Et malheureusement, en ce moment, on fait tout ce qu'on peut pour s'en rapprocher de plus en plus. Alors, un petit moyen mémotechnique de vous rappeler de ce dont la vie a besoin pour se développer sur Terre. Alors, on a besoin de beaucoup de chaos.
Vous avez les briques de la vie ici, le phosphore, le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène et le soufre, ça ce sont les briques de la vie. Et puis un petit peu de sérénité, c'est-à-dire qu'on a besoin d'éléments sur une planète, en tout cas pour la vie qui ressemble à la vie terrestre, qui sont des sources de carbone, puisque la vie terrestre est basée sur le carbone. Et puis on a besoin d'énergie. Quand vous avez besoin de manger tous les jours, eh bien c'est pareil, même quand vous êtes une petite bactérie, vous avez besoin de métaboliser, donc vous avez besoin d'énergie. On a besoin d'un refuge. Alors un refuge, ça peut être un tas de choses sur une planète. Ça peut être une atmosphère, par exemple comme sur la Terre, on a une atmosphère qui nous protège des rayons solaires, des rayons cosmiques. On a un champ magnétique aussi. Ça peut être une colonne d'eau dans l'océan, ça peut être une colonne d'eau dans un lac. Ça peut être aussi la subsurface ou les couches profondes d'une planète. C'est ce qu'on appelle des refuges. Il y a des refuges, je vous en montrerai tout à l'heure, qui sont beaucoup plus proches de la surface, qui sont même à la surface, mais qui sont à l'intérieur de roches. Et puis, vous avez besoin de nutriments aussi. Donc ça, c'est des petits moyens un petit peu techniques. Et c'est mémotechnique de se souvenir de ce dont on a besoin. Donc ça, c'est les briques de la vie. Et c'est donc voilà, la vie est faite ici sur Terre. Alors l'émergence de la vie, l'alchimie planétaire sur Terre, il y a deux écoles de pensée. Je vais parler un petit peu des deux. La première, c'est l'origine de la vie. La vie a besoin, les molécules qui font la vie ont besoin d'un endroit particulier où vous avez une énergie suffisante pour que des macromolécules puissent se former, que vous ayez des successions, des chaînes de molécules qui vont s'agrandir de plus en plus et amener à ce qu'on appelle le vivant aujourd'hui. Ces deux écoles de pensée, ce sont d'abord les sources hydrothermales. C'était le premier modèle dans les années 70-80 qui est apparu, une théorie disant que c'est dans les fumeurs noirs et les fumeurs blancs au fond de l'océan qu'on a cette énergie au début de l'histoire de la Terre, où vous avez des sources hydrothermales qui sont amenées qui amènent de l'eau chaude et des minéraux et l'énergie suffisante pour que la vie puisse se développer. Donc il y a encore aujourd'hui une partie des chercheurs qui pensent que la vie s'est formée au fond des océans sur Terre. Et elle se serait formée très rapidement parce qu'il y a des cristaux, des zircons qui ont été trouvés dans ce qu'on appelle les vieux cratons, qui sont les anciens affleurements les plus anciens qu'il y a sur Terre. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de roches qui restent de cette période où la Terre s'est refroidie, où la croûte s'est formée, tout simplement parce que avec la tectonique des plaques et avec l'érosion, tout a été effacé. Donc c'est très difficile sur Terre de trouver des traces du moment où la vie est apparue. Mais ces zircons nous disent que des continents commençaient à se former il y a environ 4,28 milliards d'années. Et on pense que la croûte de la Terre s'est refroidie il y a 4,3 milliards d'années. Ça veut dire que la vie est peut-être apparue immédiatement sur Terre, aussitôt qu'elle a pu. Il y a une autre école de pensée qui commence à surgir aujourd'hui et qui dit que ce système-là, les deux sont d'accord pour dire que les systèmes hydrothermaux sont importants pour l'apparition de la vie, mais qu'on a besoin d'un système qui est sur Terre, dans des endroits où vous avez des périodes, des cycles humides et des cycles secs, parce que ça permet de créer l'énergie suffisante dont la vie a besoin pour créer des chaînes de molécules plus longues. Donc on en est là aujourd'hui, c'est encore en pleine discussion, mais ce que l'on sait, c'est que probablement la vie est apparue autour de systèmes hydrothermaux. Il y a d'autres modèles, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a environ 5 ou 6 modèles qui n'ont pas à voir avec des systèmes hydrothermaux. Et c'est intéressant parce que ça vient aussi avec des nouvelles théories qui disent qu'il n'y a pas de raison que la vie se soit développée à un seul endroit ou en une seule fois, et que peut-être il y a des tas de moyens de développer la vie sur Terre au cours du temps. Un de ces modèles, c'est le modèle biophysique, qui dit que la vie n'est pas apparue sur Terre, mais que c'est une émergence de la Terre. Ça veut dire en fait que
pour cette théorie, qui est une théorie qui est basée sur la thermodynamique et qui est reprise de Schrödinger dans les années 42, qui cherchait lui aussi ce qu'était la nature de la vie, en disant que finalement la vie c'est le résultat inévitable de la thermodynamique et que la vie est absolument inévitable. Elle était là, elle devait apparaître sur Terre. C'est une théorie qui est reprise à l'heure actuelle par des chercheurs aux États-Unis et ailleurs, au Royaume-Uni aussi, et qui semble montrer effectivement que la vie n'est pas quelque chose qui est nécessairement unique à la Terre, que c'est pas... j'ai dit en rigolant une fois en parlant avec un collègue qui était un biologiste et qui a peut-être pas apprécié ce que je disais, mais j'ai dit la biologie ça n'existe pas. La biologie c'est de la physique qui s'emballe et c'est un petit peu ce que dit ce modèle biophysique en disant que eh bien, la vie existe parce que c'est le meilleur moyen de combattre l'entropie. Donc, si c'est le cas, c'est intéressant parce que ça donne un moyen qui est basé non pas sur l'apparition un petit peu magique, comme on l'a dans ces modèles de sources hydrothermales, etc. On a l'impression que la vie apparaît comme ça. Dans le modèle biophysique, c'est plutôt un mécanisme inéluctable qui apparaît. Et dans ce cas-là, si c'est le cas, on peut penser à un moyen plus universel de chercher pour la vie, parce que la thermodynamique, c'est quelque chose qui fonctionne dans l'univers qu'on connaît, et pas seulement sur Terre. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est un des paradoxes de l'astrobiologie, c'est qu'on essaye de trouver la vie sur une planète, en dehors de la Terre. Et pour ce faire, on essaye de faire la différence entre l'environnement et la vie. On essaie de montrer que la vie est quelque part et qu'ailleurs, il n'y a pas de vie. Le problème avec cette approche, c'est que lorsque la vie est sur une planète, eh bien, elle modifie l'environnement. Et l'environnement, quand il change, il oblige la vie à s'adapter. Et au bout de 4 milliards d'années, ça devient extrêmement difficile de faire la différence entre l'environnement et la vie parce que tout a été modifié d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a 50% des minéraux sur notre planète qui n'existeraient pas si la vie n'était pas là. Je ne parle même pas de l'atmosphère qu'on respire aujourd'hui, qui est le résultat du travail des cyanobactéries il y a 2 milliards d'années qui ont injecté de l'oxygène dans l'atmosphère, mais il y a cette espèce de fusion entre le vivant et le non-vivant. Donc il y a un problème d'approche, ça c'est aussi quelque chose que je discute beaucoup avec mes collègues, c'est qu'à l'heure actuelle, l'astrobiologie continue d'essayer de chercher cette différence entre la vie et le non-vivant. Si une planète a la vie, on est dans un mode différent, on est dans un mode de fusion. Donc on parle de complexité, mais c'est pas simple non plus, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais la vie peut augmenter la complexité d'un environnement, mais la vie, ça peut être très simple aussi. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas évident du tout. Quand on cherche la vie, il faut essayer de comprendre ce qu'elle est à sa racine, et ça, aujourd'hui, on ne le sait pas encore. Par contre, la vie, comme je vous le disais, elle laisse des signatures dans l'environnement. Et quand on cherche la vie ailleurs, c'est ce qu'on essaye de trouver. On essaye de trouver ces signatures. Il y en a de différents types. Il y en a les plus communs, vous les connaissez, c'est les fossiles dans les roches. Les plus anciens fossiles qui sont laissés de la vie sur Terre, des cyanobactéries, on les a trouvés en Australie, dans des stromatolites. Et ce sont en fait les ancêtres de ces cyanobactéries que vous voyez ici, qui sont des organismes tout simples. Et ce sont ces organismes-là qui ont en fait injecté l'oxygène dans l'atmosphère de la Terre. Et les plus anciens qu'on a retrouvés, ça ne veut pas dire que ce sont les plus anciens, mais c'est les plus anciens qu'on a retrouvés, ont environ 3,5 milliards d'années. Et puis, vous avez aussi différentes molécules.
On peut avoir des biosignatures qui sont sous forme de gaz dans une atmosphère, de fossiles, qui peuvent être des biosignatures chimiques, physiques, etc. Donc on a un certain nombre de ces biosignatures. Le problème avec ça, c'est que quand vous avez des gaz dans l'atmosphère d'une planète, c'est un petit peu difficile. On parle beaucoup du méthane sur Mars, par exemple, comme une biosignature possible. Le problème, c'est que le méthane, vous pouvez le former de cette manière différente, et la plupart ne sont pas biogènes. Ça veut dire qu'elles ne sont pas formées nécessairement par la vie. Donc, pour le moment, on en est plus à une série d'évidences convergentes, c'est-à-dire qu'on essaye de monter ce qu'on appelle une échelle d'évidence dans la détection de la vie sur des planètes en dehors de la Terre. Mais malheureusement, puisqu'on n'a pas une bonne définition de ce que c'est que la vie, c'est très difficile de pouvoir conclure à l'heure actuelle. Et c'est pour ça qu'une partie de l'astrobiologie est aussi en train de chercher ce qu'on appelle des biomarqueurs agnostiques. J'aime pas tellement cette définition parce qu'il y a une connotation qui n'est pas ce que le mot veut dire, mais ça veut simplement dire qu'elles ne sont pas attachées à une biochimie particulière. Ça veut dire que ça peut être aussi bien la Terre qu'ailleurs, c'est quelque chose qui est universel. Et pour le moment, ça reste encore quelque chose d'un petit peu difficile. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la vie et où elle peut se cacher, etc., sur d'autres planètes. Alors, envoyer des missions dans l'espace pour chercher la vie, ça, on peut le faire, mais on ne peut pas le faire très souvent. Sur Mars, on y va relativement souvent, on y va tous les 2 ans à peu près, mais ça coûte quand même cher. Les fenêtres de tir ne sont pas si évidentes. Et puis, quand on va sur une autre planète, il faut quand même essayer de comprendre ce qu'on cherche. Et pour essayer de comprendre, pour se préparer à ces missions, on va dans des terrains analogues, on appelle ça des terrains analogues, c'est-à-dire que ce sont des environnements qui ressemblent aux environnements qu'on veut explorer sur d'autres planètes, à cette période-ci dans le temps ou dans le passé. Et là, il y a un certain nombre d'exemples que je peux vous donner. C'est ce qu'on appelle ces environnements extrêmes, dans lesquels vous avez des organismes qu'on appelle des extrémophiles, donc qui aiment les extrêmes. Et encore une fois, les extrêmes, c'est relatif à nous. Je vous garantis que les bactéries qui vivent dans ces sources acides, elles sont parfaitement heureuses. Ce n'est pas un endroit où vous passeriez des vacances, mais pour elles, c'est vraiment un environnement qui leur convient très bien. Donc on essaie de comprendre, dans ces analogues à des environnements planétaires particuliers, qu'est-ce qui peut survivre? Est-ce que quelque chose peut survivre? Quelle est la signature? Quel type d'instrument il faut pour pouvoir les détecter? Et donc, quels sont les spectres ou quelles sont les morphologies qu'on peut essayer de retrouver? Donc, c'est comme ça qu'on prépare les missions. Ici, vous avez des systèmes hydrothermaux. Vous voyez tout ce qui est orange et vert. Ici, ce sont, pareil, ce sont des algues qui ont développé des pigments. Pas parce qu'elles sont dans l'eau acide, mais simplement parce qu'elles sont en haute altitude et qu'on a beaucoup de rayonnement ultraviolet. Elles ont développé leur propre crème solaire, si vous préférez. Ce sont des pigments qui les protègent contre les rayonnements UV. Ici, ce que vous avez ici, la même chose, mais c'est une stratégie différente de la vie. Ce que vous voyez ici, ce sont des cristaux de gypse qui ont environ 2 cm de haut. Et cette petite frange que vous voyez là, eh bien, ce vert, ce sont aussi des cyanobactéries. Alors, ce qu'elles font, elles sont environ à une fraction de millimètre sous la surface. Elles sont protégées par des cristaux translucides qui coupent le rayonnement direct du soleil et les rayons qui sont nocifs pour la vie, mais en même temps, elles attrapent ceux qui permettent de faire la photosynthèse. Et c'est leur stratégie ici, vous les voyez ici, elles sont à simplement 1 millimètre, 1 centimètre de la surface. Et elles résistent comme ça. D'autres ont choisi de vivre à l'intérieur de cristaux. Ici, ce que vous voyez, c'est un cristaux de sel. C'est du sel de table, pratiquement, à litre. Et donc, c'est comme ça que la vie se protège. Et c'est comme ça qu'on apprend un petit peu à savoir où elle se trouve et comment essayer de la détecter. Alors, dans le système solaire, il y a des missions qui ont été lancées, il y a beaucoup de travail qui a été fait ces 40 dernières années, et on essaye de développer maintenant une espèce de carte, si vous voulez, des endroits où on peut essayer de chercher la vie en dehors de la Terre.
Un des endroits les moins hospitaliers possibles, c'est probablement Vénus, avec 450 degrés à la surface et puis 93 fois l'atmosphère, la pression atmosphérique terrestre. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup qui penseraient aussi à y passer leurs vacances, mais c'est un endroit où l'atmosphère est tellement épaisse qu'on est à la limite entre le gaz et le liquide. S'il y a un océan sur Vénus, c'est un petit peu l'atmosphère. C'est quelque chose qui a une physique assez particulière aujourd'hui. Et c'est absolument invivable, en tout cas pour la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Par contre, il y a une série de chercheurs aujourd'hui qui théorisent qu'il pourrait y avoir de la vie dans les nuages de Vénus. Personnellement, je ne suis pas véritablement convaincue, il y a des tas de raisons pour ça. La raison pour laquelle ils proposent qu'il pourrait y avoir de la vie dans les nuages de Vénus, c'est simplement parce qu'on a des signatures spectrales un petit peu particulières à une altitude de 60 à 80 km dans l'atmosphère de Vénus, où, de manière un petit peu... comme une coïncidence, on a la même pression et la même température qu'au niveau de la mer sur Terre, quand on est à cette altitude-là dans les nuages de Vénus. Alors, évidemment, on essaie de retomber sur un modèle terrestre, c'est quelque chose d'un petit peu limitant, mais à cette altitude-là, on a des conditions qui ressemblent à celles du niveau de la Terre, du niveau de la mer sur Terre. Et alors, leur modèle, c'est qu'on aurait des écosystèmes qui flotteraient à cette altitude-là dans les nuages de Vénus. Le problème avec ce modèle-là, et bien évidemment, on ne connaît pas tout, et peut-être que ça fonctionne sur Vénus, mais ce qu'on sait sur Terre, par exemple, c'est que la vie n'utilise pas l'atmosphère comme un écosystème. La vie, elle est transportée dans l'atmosphère, elle est attrapée de la surface, entraînée dans l'atmosphère et emmenée ailleurs. Et généralement, elle produit elle-même le mécanisme pour retomber sur Terre, c'est-à-dire que les bactéries ou les petits aérosols sont des sources de nucléation et de condensation, ce qui fait qu'ils retombent à la surface. Et on voit très bien ces phénomènes de transport, vous les voyez tous les ans entre le Sahara et l'Amazone, par exemple, ça traverse l'Atlantique, mais on n'a pas d'exemple, en tout cas à ce jour, d'écosystèmes qui puissent survivre dans l'atmosphère. Donc, au moins, on aura des missions qui vont venir dans la décennie qui vient et qui vont aller explorer un petit peu ce qui se passe dans cette atmosphère, et on aura une réponse à ça. Il est assez probable que les gaz que l'on trouve à l'heure actuelle soient plus reliés à une activité volcanique qui semble bien corroborer la géologie de Vénus plutôt qu'à une activité biologique, mais qui ne sait jamais. Et puis il y a Mars. Mars, on l'a maintenant exploré sur place depuis 1976. Mariner 9, l'orbiteur, lui, était déjà là bien avant, en 69, mais sur place, à la surface, ça fait déjà maintenant 2 décennies qu'on a des rovers à la surface, qu'on a des orbiteurs, qu'ils soient de l'ESA, qu'ils soient indiens, qu'ils soient américains, chinois. On a beaucoup d'équipements autour de Mars. Alors, la première chose qui est frappante avec Mars quand vous la regardez depuis l'espace comparé à la Terre, c'est à quel point elle est rouge. Et quand vous voyez la Terre qui est bleue avec une atmosphère, etc., on sait que Mars a une atmosphère très faible, qu'elle a pratiquement plus de champ magnétique pour la protéger. Son atmosphère a été érodée par les vents solaires. Mais simplement de la regarder et de voir à quel point elle est rouge vous dit que la vie, si elle a existé à la surface de Mars, n'a probablement pas interagi pendant très longtemps avec la surface. Autrement, on aurait d'autres signatures que celle-là. Maintenant, est-ce qu'elle est limitée à la surface? Pas du tout. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a tout ce qu'il faut sur Mars
en tout cas théoriquement, pour pouvoir former la vie telle qu'on la connaît. L'environnement ancien de Mars était assez semblable à celui de la Terre, donc en théorie, on peut imaginer que la vie aurait pu apparaître. On n'en a pas de signe à la surface, mais encore une fois, on n'est allé que sur 4 sites d'atterrissage. Donc, mais aujourd'hui, s'il y a une possibilité de vie sur Mars, ce serait plutôt sous la surface, où on a évidemment ce refuge contre les rayonnements ultraviolets et les rayonnements cosmiques. On a une protection donc, mais on a aussi pas mal d'eau, on le sait, sous forme de glace. Et plus vous allez en profondeur, plus la pression augmente, et cette fois c'est la pression des roches qui augmente, et vous avez une profondeur sous Mars entre 500 mètres et 1 km de profondeur, où la pression et la température sont suffisantes pour que l'eau reste liquide. Et on a aussi maintenant des images qui nous montrent la présence d'un volcanisme actif très récemment à l'échelle géologique sur Mars, entre 500 000 ans et quelques millions d'années. Géologiquement, c'est récent. Mars Insight a aussi mesuré des tremblements de terre qui sembleraient montrer que le magma bouge. Donc, le volcanisme martien n'est pas mort, il est seulement dormant, ce qui veut dire qu'il y a encore des sources d'énergie, il y a de l'eau, et ce qu'on voudrait espérer pour la vie sur Mars. Maintenant, est-ce qu'elle y est? Est-ce qu'elle y a jamais été? On n'en sait rien encore. C'est quelque chose qui reste à démontrer. Pourquoi Mars est important pour nous? Parce que c'est évidemment un des endroits les plus proches de la Terre au point de vue de l'environnement. Les deux planètes étaient assez semblables au début de leur histoire. Elles n'ont jamais été les mêmes parce que Mars a toujours été plus loin du Soleil que la Terre, donc plus froide. Mais par contre, elle avait tous les ingrédients pour être habitable dans son premier milliard d'années. Et ça, ce qui est aussi important pour nous, c'est qu'il n'y a pas la même activité géologique. Mars a été géologiquement active pendant environ 1 milliard d'années, mais pas autant que la Terre. Et son activité a freiné autour de 3,5 milliards d'années. Et c'est important pour nous parce que comme l'environnement est assez semblable à celui de la Terre et qu'on y trouve les mêmes ingrédients pour la vie, les mêmes briques de la vie, etc., que l'on trouve sur Terre, c'est un endroit où on peut espérer trouver des affleurements où peut-être cette transition du non-vivant au vivant est encore préservée dans les roches quelque part, si elle a eu lieu. Donc pour nous, c'est peut-être une pierre de Rosette qu'on n'arrivera jamais à trouver sur Terre à cause de notre activité géologique. Elle est peut-être là sur Mars. Donc c'est quelque chose... Pour moi, c'est ce qui rend Mars tellement plus intéressante. Ce n'est pas tellement ces paysages désertiques qui sont superbes. J'adore le désert, donc pour moi, Mars, c'est très beau. Mais c'est une planète qui peut paraître un petit peu hostile quand on compare au monde glacé du système externe solaire, où on a vraiment le potentiel de trouver la vie aujourd'hui. Donc, sur Mars, notre pierre de Rosette, voilà pourquoi c'est important. Est-ce qu'il y a de la vie sous la surface? Est-ce que le méthane qu'on voit sur Mars est une preuve ou pas? C'est tellement difficile à savoir. Comme je le disais, il y a 7 manières de former du méthane, et il y en a beaucoup qui ne sont pas biologiques. Ça veut peut-être simplement dire qu'il y a encore un petit peu d'activité hydrothermale ou volcanique quelque part. On ne le sait pas encore. Et puis, est-ce que la vie est préservée? Est-ce qu'elle est toujours présente? Est-ce qu'il y a encore des traces de vie sur Mars? Est-ce qu'on a cette transition? Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous, parce que si on arrive à démontrer que la vie est présente sur Mars, on a maintenant 2 planètes d'un système de 8 qui auraient développé la vie dans des conditions qui sont semblables à celles de la Terre. Alors, il y a plusieurs possibilités là. C'est que la plus intéressante pour nous, ce serait que Mars ait développé sa vie de manière complètement indépendante à la Terre. Ça montrerait 2 genèses différentes. Là, il y a une autre possibilité, c'est que Mars et la Terre ont échangé des matériaux au début, au moment de leur formation, et qu'elles aient en quelque sorte pollinisé, si vous voulez, l'une et l'autre. Donc la possibilité que des matériaux terrestres soient allés sur Mars ou que des matériaux martiens soient allés sur Terre, ou peut-être même les deux. En fait, il y a tout un tas de possibilités. Encore une fois, une deuxième genèse, ce serait quelque chose d'extrêmement important.
Mais si la vie s'est développée simplement parce qu'elle était importée sur Mars ou qu'elle était importée sur la Terre, c'est aussi quelque chose d'important pour la statistique de la vie au-delà du système solaire. Maintenant, au-delà du système interne, il y a les mondes glacés du système externe. Et ça excite beaucoup les gens à l'heure actuelle parce que c'est un endroit où on voit beaucoup d'activités. Il n'y a quand même pas si longtemps, on pensait que la Terre était le seul monde océan qui existait dans le système solaire. Aujourd'hui, on sait qu'il y en a théoriquement au moins 17, y compris la Terre. Le seul qui ait des océans, et pas des océans, mais des mers et des lacs à la surface, c'est Titan, et ce sont des hydrocarbures, ce n'est pas de l'eau, mais Titan a des lacs et des mers en surface. Tous les autres sont des océans souterrains, sous la glace. Alors on en a des preuves pour certains, comme Europa ou comme Encelade, où on a des geysers, etc. Et il y en a pour qui les preuves sont plutôt dans leur mouvement autour de leur planète parente. Ce sont comme Ganymède et d'autres lunes glacées. C'est simplement parce que on voit que s'il n'y avait pas d'eau sous leur surface, leur mouvement autour de Jupiter et de Saturne serait différent. Alors vous connaissez tous ces images-là, les plus spectaculaires évidemment, ces geysers d'Encelade. C'est un petit peu trompeur quand vous les voyez, il ne faut pas vous imaginer des énormes geysers d'eau comme à Yellowstone ou comme... C'est surtout des particules de glace qui sont envoyées dans l'espace. Il y en a beaucoup qui retombent à la surface. Il y a en fait des centaines de mètres de poudreuse à la surface d'Encelade. Si vous voulez aller faire du ski, c'est une bonne destination dans le système solaire. Et ici, vous avez Europa. Alors ici, pour Europe, la morphologie nous donne un petit peu des idées de ce qui se passe sous la surface. Vous avez une coquille glacée qui glisse au-dessus d'une glace un petit peu plus visqueuse, et on pense qu'à l'intérieur, sous une vingtaine de kilomètres de glace, vous avez un océan, et à cause des marées gravitationnelles qui tirent et qui poussent, qui engendrent de la friction, vous avez de l'énergie qui crée de la chaleur dans le cœur d'Europa, la même chose pour Encelade, et vous avez des systèmes hydrothermaux. Vous vous rappelez des fumeurs noirs et des fumeurs blancs dont j'ai parlé tout à l'heure pour la Terre. Ce sont des environnements qu'on pense qui existent sous la surface de ces mondes glacés dans les deux cas. Il y a probablement des geysers aussi sur Europe. Ils sont un petit peu plus facétieux que ceux d'Encelade, qu'on voit beaucoup mieux. Mais maintenant, vous avez une sonde européenne, JUICE, qui est en route vers Europe, qui devrait l'atteindre, je pense, en 2027, quelque chose comme ça, et Europa Clipper, qui va partir cette année de la NASA, et les deux sondes vont travailler de concert pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le système de Jupiter. Titan, dont je parlais tout à l'heure. Alors Titan, c'est vraiment notre chance d'essayer de comprendre peut-être la vie ou la possibilité de vie telle qu'on ne la connaît pas sur Terre, parce que Titan est tellement froid. Ici, vous avez une magnifique image, qui n'est pas une image du web, qui est une image de Keck, de l'observatoire de Keck. C'est un endroit où vous avez des molécules organiques qui se forment dans l'atmosphère et qui pleuvent littéralement à la surface. Ça, c'est quelque chose qui me fait toujours rêver. C'est un monde où tout ressemble à quelque chose que l'on connaît. Il pleut, il y a des rivières, il y a des galets, il y a des lacs, il y a des mers, etc. Sauf que ce n'est pas du tout de l'eau, mais c'est du méthane ou de l'éthane. Et vous avez la chose la plus dure sur Titan, c'est la glace d'eau. Et vous avez des galets de glace d'eau qui ont été roulés dans des torrents de méthane et qui sont tout arrondis, la même chose que ce que vous pourriez trouver dans une rivière sur Terre. Alors ce qui est intéressant, c'est non seulement le fait qu'il pleuve des molécules organiques à la surface de Titan. Une autre chose qui peut faire rêver aussi, c'est que vous avez tous
vue des dunes sur Terre, c'est de la silice, vous avez du sable. Sur Titan, ce n'est pas du tout ça. Vous avez ces molécules organiques dont je parlais, qui pleuvent à la surface, qui sont entraînées par le vent. Les dunes sont formées de molécules organiques. Et ça, c'est une des grandes cibles de la mission Dragonfly, la libellule qui va arriver sur Titan en 2034 et qui étudiera ces dunes en particulier. Une autre chose qui est intéressante, donc vous avez le méthane en surface, et puis sous une croûte de glace qui fait une vingtaine de kilomètres, vous avez un océan d'eau. C'est donc une chimie qu'on connaît avec l'océan d'eau et une chimie qu'on comprend un petit peu moins bien en surface, une chimie de méthane et d'éthane, et elles sont probablement en contact à travers des systèmes de failles et des systèmes de fractures dans cette croûte glacée. Alors qu'est-ce qui se passe ici? On n'en sait rien, mais ce qu'on espère, c'est qu'à travers les éruptions volcaniques et les écoulements de lave à la surface de Titan, on pourrait récupérer des traces de ce qui se passe sous la surface. Alors quand je parle de coulée de lave sur Titan, encore une fois, ne pensez pas à de la lave de schiste comme celle que vous voyez sur Terre. La chose la plus chaude sur Titan, c'est de la glace d'eau. Donc les volcans, ce sont des volcans de glace sur Titan. C'est un monde complètement incroyable. Qu'est-ce qui peut se passer là-bas? Peut-être une biochimie qu'on ne connaît pas. C'est notre meilleure chance dans le système solaire d'essayer de trouver quelque chose qui soit vraiment exotique et qui nous aide à mieux comprendre comment essayer de chercher la vie telle qu'on ne la comprend pas. Et puis, je vais passer assez rapidement là-dessus. Vous avez d'autres mondes océans potentiels, en particulier autour d'Uranus, Miranda, Umbriel, etc. On pense que toutes ces lunes, ces satellites d'Uranus, ont le potentiel d'avoir des océans sous la surface. C'est la même chose pour Triton. C'est des images de Voyager. On n'est pas retourné depuis dans cette partie du système solaire. Ce que vous voyez là, ce sont des traces de dépôts de geysers. Et donc un monde actif aussi, beaucoup d'azote qui est propulsé dans l'espace et qui retombe. Il y a des propositions de missions pour retourner, pour essayer de comprendre ce qui se passe sous la surface de ces mondes-là. Donc beaucoup d'activités dans notre système solaire et on se rend compte que la présence d'océans, de glace, etc. est beaucoup plus commune qu'on ne le pensait il n'y a pas si longtemps encore. Et puis les choses qui nous ont véritablement surprises, d'abord, il y a l'exemple que je prends toujours, c'est Ganymède. C'est un bon exemple pour dire que même si vous avez des mondes océans, comme Europe par exemple, Europe c'est quelque chose qui est vraiment très excitant du point de vue scientifique parce que vous avez cette évidence d'océan, vous avez ces plaques qui bougent à la surface de glace, etc. Vous savez que l'océan a un contact avec la surface au travers de ces fractures. Il y a véritablement une communication entre les profondeurs et la surface. Pourquoi c'est important? Parce que ça apporte des nutriments potentiellement sous la surface, ça peut aider la vie à survivre. Il y a aussi sur Titan une plus grande proportion d'oxygène qui doit être important pour la vie. Ganymède, par contre, il n'y a pas de traces de surface, il n'y a pas de communication. Et ça, c'est plus un problème. Parce que si la vie se développe dans une lune comme celle-ci, ça veut dire qu'elle va devoir utiliser ses propres ressources internes. Donc il y a peut-être moins d'espérance que la vie puisse durer sur une lune comme celle-ci. Mais les mondes qui nous ont véritablement surpris, c'est Pluton par exemple, où on a eu l'évidence d'une activité géologique phénoménale et de la présence d'un océan qui pourrait dater du tout début de la formation de Pluton, il y a 4 milliards d'années, et qui serait résiduel à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'il y a des projets de mission de pouvoir retourner dans ce système pour pouvoir les étudier. Et puis, il y a des petites lunes comme Cérès. Vous voyez ici le cratère Occator avec des diapires qui semblent nous indiquer que même sur une toute petite planète ou planète naine ou astéroïde, elle est dans la ceinture d'astéroïdes, il y a quand même de la présence d'eau. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a un potentiel pour la vie? Non. Il y a les éléments qu'on pense nous pour l'habitabilité, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça aboutit à la vie. Donc ça nous permet quand même de nous donner une étendue
de modèles de ce qui se passe dans le système solaire, des potentiels de la vie dans le système solaire. Et en tout cas, ce qu'on y découvre, c'est une activité beaucoup plus importante qu'on aurait pu imaginer, même dans des petits mondes comme ceux-là. Alors ensuite, on va aller beaucoup plus loin. On va passer un petit peu plus rapidement là-dessus, mais la découverte des exoplanètes a évidemment conduit à se poser les mêmes questions, mais beaucoup plus loin que notre système solaire. On continue de les découvrir aujourd'hui. Pour le moment, on en est à plusieurs milliers, comme vous le voyez. Ça, c'était 2 jours avant que je parte, donc je suppose qu'il y en a davantage encore aujourd'hui. C'est le nombre d'exoplanètes qui ont été confirmés. Le nombre que vous voyez en dessous, c'est le nombre de candidats qui restent à confirmer. Et vous avez des planètes de différentes sortes. Il y en a qui sont de type terrestre, tellurique, 4%. Des super-terres qui sont entre 2,5 fois et 10 fois la masse de la Terre. Et puis vous avez les Jupiter chaudes, par exemple, les supergéantes gazeuses, et puis il y en a qui sont un petit peu de la taille d'Uranus et de Neptune. Alors vous voyez 30%, 30%, 30%, 4%, c'est pas tellement satisfaisant du point de vue de la statistique. C'est probablement, à l'heure actuelle, je pense, un biais de notre capacité à voir des mondes plus petits. C'est quelque chose qui va s'améliorer. Statistiquement, il devrait y avoir beaucoup plus de plus petites planètes que de grosses planètes et encore plus de lunes. Donc ça, c'est une statistique qui va changer au cours du temps, mais c'est aussi des mondes aujourd'hui qui nous permettent de tester des hypothèses et d'essayer de comprendre si la vie a pu apparaître au-delà du système solaire. Et on a des moyens de faire ça non seulement en détectant ces planètes aujourd'hui, mais aussi en observant leurs atmosphères. Et on peut le faire grâce à la spectroscopie. Ces planètes, elles orbitent autour d'étoiles, et les étoiles, on connaît leur spectre. Et quand vous avez une planète avec une atmosphère qui passe devant, qui transite devant une étoile, quand elle arrive au bord, la lumière de l'étoile passe au travers de l'atmosphère de cette planète. Comme on connaît le premier spectre, on est capable de le déduire de celui de la planète. Et aujourd'hui, on arrive à voir ce genre de choses. Ça, c'est Webb qui nous a donné ça il n'y a pas si longtemps, mais on peut faire ce genre d'études aussi depuis la Terre, où on arrive à détecter de la vapeur d'eau, aujourd'hui du méthane, du monoxyde de carbone dans d'autres planètes. On est à la recherche de gaz à effet de serre, on est à la recherche de gaz qui pourraient nous montrer la présence de vie sur ces planètes. Le problème avec ça, c'est que c'est fait depuis loin. On a déjà du mal à démontrer que la vie est présente dans le système solaire, et quand vous avez affaire à des planètes qui sont tellement loin, d'avoir une réponse définitive, ce sera extrêmement difficile encore pendant très longtemps. L'exemple dont je parlais tout à l'heure, c'était celui de TRAPPIST, par exemple, où vous avez un système de 7 planètes qui sont de la taille de la Terre et qui sont près d'une étoile qui est naine, ce qui veut dire que la zone habitable de ce système se trouve dans ce qui serait pour nous l'orbite de Mercure. Elles sont très très proches de leur étoile. Et donc, on est en train de les étudier à l'heure actuelle. Celles qui sont ici, toutes ces planètes sont à peu près de la taille de la Terre, celle-là est à peu près de la taille de Mars. Et toutes celles qui sont trop proches de leur étoile, elles ont des problèmes d'interaction avec les tempêtes solaires de cette étoile, donc il y a très peu de chances pour que ces planètes soient habitables. Celle qui nous intéresse le plus, c'est celle-là, et on attend qu'elle soit étudiée pour savoir quelle est la composition de son atmosphère et si on peut y détecter des choses intéressantes. Donc ça, c'est des résultats qui vont venir dans les temps, dans les mois, dans les années qui viennent. Et pour conclure, je vais parler un petit peu, les 5 dernières minutes, aussi de la recherche de la vie qui n'est pas seulement simple, mais la recherche de la vie intelligente extraterrestre avec l'équation de Drake que vous voyez ici. Alors quand on a parlé du système solaire et des exoplanètes, on a couvert à peu près toute cette partie de l'équation de Drake qui essaye de comprendre combien il pourrait y avoir de civilisations extraterrestres avancées dans notre galaxie. Maintenant, quand on a fait le tour de cette partie de l'équation, on en reste à combien il peut y avoir d'environnements habitables dans notre galaxie et combien de ces environnements
ont développé la vie. Et parmi cette vie, parmi ces planètes, combien de planètes ont développé une vie intelligente et combien parmi ces planètes où il y a une vie intelligente ont développé des civilisations extraterrestres avancées. Et puis, le paramètre que vous voyez ici, le facteur L, c'est la durée d'une civilisation avancée. Ce n'est pas la durée d'une civilisation avancée, c'est le temps durant lequel on peut recevoir les émissions d'une telle civilisation. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, on pourra en parler pendant la discussion si vous voulez, mais dans ce cas-là, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles elle peut disparaître, ou elle peut disparaître parce qu'elle est détruite, ou simplement disparaître parce qu'elle est tellement avancée qu'elle se fond dans le bruit de fond de l'univers. Alors aujourd'hui, la manière dont on cherche la vie extraterrestre, c'est avec la radioastronomie, bien entendu. On a aussi l'astronomie optique. Ici, on écoute des messages, au cas où il y aurait des messages qui sont envoyés par des civilisations extraterrestres. Ici, on regarde pour des impulses de laser qui pourraient être émis par ces civilisations. Et puis, on cherche dans les données qu'on reçoit en utilisant l'intelligence artificielle qui pourrait essayer de nous permettre de découvrir s'il y a des répétitions et des choses que le cerveau humain ne pourrait pas comprendre ou voir dans les bases de données. Et il y a aussi METI. Alors METI, c'est différent. La version SETI, c'est la recherche passive. On écoute et on regarde, tandis que METI, eux, essayent de comprendre quel genre de message on pourrait envoyer, en dehors déjà de toutes les émissions radio qu'on envoie dans l'espace. Est-ce qu'on peut essayer de faire des messages et de les envoyer dans l'espace. Alors évidemment, il y a déjà des preuves indirectes de notre présence dans l'espace avec les sondes qu'on envoie, avec les plaques qu'on a laissées dessus, mais METI, c'est véritablement la phase active de SETI, essayer d'envoyer un message de notre présence, et ils l'ont fait en 2017 sur l'étoile Luyten. La partie intéressante de cette histoire, c'est que cette étoile est à environ 12,5 années-lumière, ce qui veut dire que dans l'espace d'une génération, on a peut-être, s'il y a quelqu'un là-bas qui est prêt à écouter et qui a envie de nous répondre, dans l'espace d'une génération, on peut avoir peut-être une réponse. Alors, je vais terminer avec ça, qui est l'histoire du paradoxe de Fermi, qui nous dit, mais s'il y a tellement de vie dans l'univers et s'il y a tellement de civilisations extraterrestres dans notre galaxie, pourquoi il n'y a personne qui communique, pourquoi on n'a vu personne à l'heure actuelle? Alors c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. Je ne pense pas que ce soit un paradoxe en soi, il y a des tas d'explications pour expliquer pourquoi il n'y a pas de communication. La première, c'est peut-être qu'il n'y a personne, ça fait partie des hypothèses. L'autre, c'est simplement qu'on commence à peine à chercher. On est une civilisation adolescente. On fait beaucoup de progrès à l'heure actuelle, mais on a encore une vision limitée. On ne sait même pas ce que la vie c'est véritablement. Et on fait nos premiers pas dans l'espace à l'heure actuelle. Il y a aussi tout simplement les distances qui sont énormes dans l'espace. Et puis, notre technologie, elle est naissante. Et elle est aussi très, par définition, elle est ancrée sur ce que notre cerveau nous permet de comprendre. Comme je le disais tout à l'heure, chaque monde est une expérience planétaire unique. Ça veut dire que chaque monde va avoir sa propre évolution, sa propre coévolution, et en fonction de l'environnement dans lequel il est, un organisme va développer des capacités et une compréhension de l'univers qui sont différentes. Les choses qui restent les mêmes, ce sont les lois fondamentales de l'univers. Donc on est en train de découvrir celle-là. Et puis aussi, il y a la psychologie extraterrestre, que j'appelle la psychologie extraterrestre. On pense d'une certaine manière, mais ça ne veut pas dire que les extraterrestres pensent la même chose. Si ça se trouve, ils n'en ont pas grand-chose à faire de chercher la vie ailleurs. Ou alors peut-être ils ont déjà envoyé des messages partout, mais on n'est pas capable de les décrypter à l'heure actuelle. Il y a des tas de raisons pour le grand silence. Je crois que ce qui est important en science, c'est pas de se dire on sait déjà s'il y a quelqu'un ou s'il y a personne. Ce qui est important, c'est de se lancer dans la quête et d'avancer, parce que ça nous permet de faire des progrès et ça nous permet de développer encore plus de technologies et plus de capacités à interroger l'univers. Je pense que le plus important dans cette histoire-là, c'est que le paradoxe de Fermi, je ne l'aime pas beaucoup,
mais au moins il a une valeur fondamentale, c'est qu'il nous permet de nous interroger sur nous-mêmes et de nous connaître mieux nous-mêmes. Parce que toutes les questions qu'il pose sur les extraterrestres en disant qu'on ne les voit pas parce qu'ils se cachent, parce que du moment qu'on se montre, il y a quelqu'un qui va essayer de se débarrasser de vous, que c'est un... Tout ça, ça montre la psychologie humaine, en fait. Et plus on cherche et plus on essaie de comprendre, et plus on se comprend nous-mêmes. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça nous permet de mieux comprendre notre place, qui on est et notre place dans l'univers. Et pour revenir à ça, est-ce qu'il y a quelqu'un? On n'en sait rien, mais au moins il y a nous. Et c'est important pour plusieurs raisons. La première, c'est s'il n'y a personne, on a une énorme responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, de comprendre l'univers et de comprendre le privilège que l'on a de pouvoir observer et essayer de comprendre ce qui nous entoure. Et qu'on l'aborde de n'importe quelle façon que ce soit la science, que ce soit la spiritualité, que ce soit autre chose. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de questionner. Et maintenant, s'il y a d'autres, on va continuer de chercher, mais on ne doit pas les chercher pour essayer de trouver des réponses à nos propres problèmes. Aujourd'hui, on a véritablement un moment clé de notre histoire, et j'en parlais tout à l'heure, je disais qu'on était une civilisation adolescente. Il y a probablement une réponse au paradoxe de Fermi, c'est que la raison pour laquelle on n'a pas de message, c'est qu'il y a probablement beaucoup de civilisations qui n'ont pas encore les moyens de communiquer, et puis il y a des civilisations de notre âge, et celles-là, elles sont mises devant un choix, celle de vivre en harmonie avec leur planète ou celle de disparaître. Et donc, peut-être qu'il y a simplement un vide démographique, je dirais, de civilisations qui sont de notre âge, avec lesquelles on pourrait communiquer, et qui disparaissent, parce qu'elles n'ont pas trouvé le moyen de vivre en harmonie avec eux-mêmes ou avec leur planète. Et puis il y a les autres plus avancées peut-être, et celles-là peut-être qu'elles n'en ont absolument rien à faire de communiquer, peut-être que ça ne les intéresse pas du tout. Mais quoi qu'il en soit, s'il n'y a personne, il y a déjà nous et c'est important. Et ce qu'il faut aussi essayer de comprendre, c'est que toute la technologie du monde ne sauvera pas notre planète. À l'heure actuelle, d'abord qu'il n'y a pas besoin d'être sauvée, notre planète, elle va continuer. Elle fait ça très bien. Je vous parlais tout à l'heure de coévolution de la vie et de l'environnement. Eh bien, à l'heure actuelle, on a développé des technologies qui nous ont fait transformer l'environnement de manière très sensible, comme vous le savez, ce qui veut dire que la planète elle-même est en train de se réajuster et d'établir un équilibre. Et elle va très bien continuer avec cet équilibre-là. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que l'environnement qui nous était favorable et favorable à notre civilisation est en train de disparaître. Donc c'est un moment clé aujourd'hui, et la raison pour laquelle l'astrobiologie, et ce sera ma conclusion, est quelque chose de fondamental, c'est qu'en essayant de savoir s'il y a de la vie ailleurs dans l'univers, on essaye en fait de chercher d'autres coévolutions de la vie et de l'environnement, ce qui nous permet de comprendre quelles sont les limites de cette habitabilité dont on parle, comment les atmosphères s'emballent, comment les environnements ne deviennent plus habitables. Ça, ce sont des leçons très importantes pour nous à l'heure actuelle. Et quand on envoie des sondes dans l'espace ou qu'on prépare des sondes, on est obligé de faire des technologies qui sont très compétitives, très petites. Il faut avoir des petits instruments, ça pèse lourd, etc. On implique beaucoup l'intelligence artificielle, ce qui nous permet d'avoir beaucoup de données, de les comprendre beaucoup plus rapidement. Et on ramène ces instrumentations et on s'en sert pour observer notre propre planète et essayer de comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, je vais conclure là-dessus. Ce que je dirais, et pour terminer avec Hubert, vous avez ici deux grands personnages de l'astronomie mondiale, tous les deux malheureusement disparus aujourd'hui. Vous pouvez lire ça aussi bien que moi, mais j'ai adoré cette citation que Hubert nous a faite, qui dit que l'homme est fou, il adore un Dieu invisible et détruit une nature visible, inconscient que la nature qu'il détruit est le Dieu qu'il vénère. Je vous remercie.